Oh bah merde! J'ai les cheveux qu'on rétrécit au lavage. Bonjour à tous mes petits amis. Alors dans la nouveauté aujourd'hui, nous avons le premier des contenus que j'avais préparé pour le Dijon Satan, enfin si on exclut Gamers Incorporated. Donc vous avez la parodie vidéo de Resident Evil Afterlife, qui est donc Resident Stupid Afterlife. Resident Stupid qui était à la base un one-shot que j'avais fait que le premier film avec Junior. Donc là je m'attaque au quatrième, je vais peut-être essayer de m'attaquer aux 2 et 3, je vous garantis rien pour l'instant. J'aime pas faire un morceau d'une saga et pas faire le reste, donc je vais sans doute essayer de le faire quand même. À savoir que la semaine prochaine, vous aurez les 2 derniers morceaux de ce que j'ai préparé pour les Dijon Satan, qui sont tous les 2 assez courts. Vous aurez le délire vidéo sur Star Wars, et vous aurez un court-métrage qui s'appelle Clodo. Donc ceux qui ont été au Dijon Satan sauront de quoi il s'agit, les autres, vous aurez la surprise le week-end prochain. Enfin, le titre dit pas mal de choses quand même. À savoir que le démon du rire doit se recentrer. On a vraiment envie, je parle au nom de l'équipe, vraiment, que Gamers INC marche. Fasse du buzz si possible, mais marche dans tous les cas. Pour cela, il faut qu'il y ait des sorties régulières. Alors je vous ai dit que j'en ferais peut-être un toutes les 2-3 semaines. 1 minute toutes les 2-3 semaines, ça va pas le faire. Donc, je vais prolonger ma pause sur Star Wars. La priorité désormais pour les semaines est de sortir mon épisode de Gamers. Sachant que, comme les épisodes de Gamers sont très courts, ils se tournent assez facilement, et au niveau du montage, c'est également assez facile. Là, vous en avez vu un qui était un peu particulier parce qu'on se promenait un peu partout dans le magasin, mais généralement, le principe de Gamers, c'est plutôt de nous voir derrière le comptoir à nous raconter des histoires en fait. Donc du coup, je vais pouvoir en tourner plusieurs à la suite. On a déjà pris rendez-vous le week-end prochain pour en tourner une nouvelle série, les mixer à l'avance, et donc forcément, si j'ai du temps libre, je bosserai sur d'autres créations, sur Star Wars, sur Resident Stupid 2 et 3, enfin des choses dans le genre là. Mais vraiment, ça fait 1 an que je bosse dessus. Mes acolytes sont très fiers de ce qui a été fait et aiment beaucoup le résultat final. Donc on veut vraiment essayer de donner le plus d'élan possible à cette nouvelle création du site. Et donc je vais vraiment essayer de mettre l'accent dessus et de bosser principalement sur Gamers. C'est dommage parce que Star Wars commençait tout juste à trouver son public et tout, mais vraiment je veux que ce truc marche, quoi. J'aime beaucoup cette série, je suis très content de l'avoir fait et j'ai vraiment pas envie que ça reste en plan pendant des semaines avec un épisode qui sort tous les 4 mois et comme ça a fini pour Mythique. Une petite chose, on m'a demandé à plusieurs reprises mon opinion et mes impressions sur un événement qui est arrivé il y a peu de temps. C'est la mort de Steve Jobs. Dit-il avec un sourire au visage. La mort de Steve Jobs, comme dit Elixim, souffrance. La mort de Steve Jobs est un non-événement qui s'est produit il y a quelques semaines et jusque-là, j'ai pas répondu parce que je voyais pas quoi répondre, on va dire. Avec le recul, je sais sur quoi je vais axer mon truc. Sur la façon dont les médias ont traité l'info. Généralement, une ouverture de journal, enfin, déjà ça, c'est disproportionné, qu'on va mettre un constructeur de téléphone. Je pense que quand le mec qui a designé les derniers Motorola va mourir, on va pas le mettre à la une, tu vois. Les médias ont tous annoncé le deuil des geeks. Les geeks se branlent complètement de Steve Jobs. Le geek est un jeune homme ou une jeune fille, de plus en plus, qui est passionné de jeux vidéo. On parle surtout de jeux vidéo pour les geeks tel que c'est défini maintenant, mais un geek de façon générale c'est quelqu'un qui est passionné par quelque chose. Donc il peut être passionné par les jeux vidéo, il peut être passionné par les jeux de rôle, par la littérature fantastique. Du moment que ça devient une obsession, quasiment c'est un geek. On peut dire que je suis un geek du Blu-ray par exemple quand vous voyez tout ce qu'il y a ici. Par contre, on peut pas dire que je sois un geek des vêtements puisque mes vêtements sont dans les 4 boîtes qui sont là. Donc le geek généralement est quand même plus centré sur les jeux vidéo, la haute technologie, qui sont donc des domaines dans lesquels Steve Jobs n'a eu aucune influence. Je m'explique. Apple n'a jamais fait avancer une technologie. Apple n'a jamais créé une technologie. Apple a récupéré des technologies qui fonctionnaient, leur a mis un joli design et les a vendues très cher. Tout bêtement, vous prenez votre iPhone, ils ont pas inventé le téléphone, ils ont absolument pas inventé l'écran tactile, ils ont pas inventé le fait de télécharger des choses sur Internet, enfin, voilà, l'iTunes, c'est pas le premier truc de téléchargement en ligne, quoi, c'est pas la première plateforme de téléchargement qui a existé. Vous prenez l'iPad, qui est une des plus grosses conneries qui ait jamais été inventée, l'iPad, ce n'est rien de plus qu'un ordinateur portable sur lequel on a retiré le clavier, avec un gros écran tactile dessus. Et ils ont pas inventé la technologie de l'écran tactile, ils ont pas amélioré l'écran tactile, ils ont pas rendu l'écran tactile plus performant. Vous avez des distributeurs de billets automatiques avec des écrans tactiles depuis bien longtemps avant les iPhones et les iPads. Beaucoup de gens, quelqu'un de mon école m'a sorti ça il y a pas longtemps, au niveau de la souris, que Apple avait été le premier à inventer la souris. Non! Steve Jobs a piqué la souris à une compagnie, je crois que la compagnie s'appelait Nexus, mais je suis pas sûr du tout. Steve Jobs, en plein développement de son Apple, son Apple II, a été visiter une entreprise qui faisait des technologies,
ils leur ont piqué les icônes et la souris. Ils ont juste vu ça dans une autre boîte qu'ils étaient en train de visiter au niveau de ces technologies. Ils ont trouvé ça sympa et du coup ils les ont incorporés à leur truc. Donc Apple n'a jamais créé une nouvelle technologie et n'ayant jamais créé de nouvelle technologie, les geeks s'en branlent. Les geeks n'utilisent... Enfin, ils peuvent utiliser des iPhones, mais je veux dire... Alors vie retourne pas... Les geeks n'ont pas d'amis. Pourquoi un iPhone leur sera utile? Enfin voilà, les geeks jouent aux jeux vidéo. S'il y a bien une plateforme sur laquelle on peut pas jouer aux jeux vidéo, ou très rarement, c'est bien les plateformes Apple, quoi. Ils ont bien créé des applications sur leur iPhone et sur leur iPad, mais c'est pas Apple qui l'a fait. Ce sont d'autres boîtes créant des trucs pour les appareils Apple. Donc et puis ça n'a rien révolutionné dans le monde du jeu vidéo. Je veux dire, ce sont des petits jeux merdeux, c'est l'équivalent d'une DS quasiment. On n'a jamais créé des chefs-d'œuvre vidéoludiques sur un iPhone. Les geeks s'en branlent. À la limite, les gens qui ont été en deuil à la mort de Steve Jobs, ce sont les fashion qui adorent avoir leur iPad, leur iPhone, l'acheter 500 € quand il sort, sans forfait parce que machin et tout le bordel, et qui adorent avoir leur petit truc bling bling sympa qui est joli mais dont l'écran casse au bout de 10 secondes. Et puis bien sûr, ce sont nos amis les moutons. Donc la mort de Steve Jobs est un non-événement, les geeks n'en ont rien à branler, et pour ma part, Steve Jobs, j'en ai absolument rien à foutre qu'il soit mort. Il sera plus près du bon Dieu et ce sera très bien pour lui. Alors ça faisait longtemps que j'en avais pas fait, mais j'ai reçu un nouveau Blu-ray récemment, c'est donc le Blu-ray de Jumanji. Jumanji, un film qui a bercé mon enfance, que j'ai regardé un nombre incalculable de fois et qui était absolument génial. J'ai pas vu Zasura, la suite qui a été faite par les mêmes créateurs, mais parce que j'avais grandi tout bêtement. Je pense que ça m'intéresserait moins maintenant. Ça, c'est vraiment juste pas un film nostalgique. Hein. C'est pas, je considère pas que ce soit un chef-d'œuvre non plus. Ça a fait beaucoup d'avancées au niveau de la technologie, mais ça a pas été un chef-d'œuvre. Ça m'a été envoyé par Thomas Mathia, qui a sans doute voulu se racheter de l'autre fois. Donc merci Thomas, je te remercie, mais maintenant voilà. J'avais l'envie de vous parler rapidement, ça va en plus revenir sur des Blu-ray que j'ai reçus auparavant, Paranormal Activity. J'ai été voir Paranormal Activity 3. Ce film est génial. Je sais pas si c'est parce que je le vois d'un point de vue de réalisateur, parce que vraiment les astuces de réalisation sont sublimes dans ce film, de réalisation, de montage, c'est absolument brillant. Je sais pas si la plupart des gens s'en rendent compte, mais c'est brillantissime Paranormal Activity au niveau de la manipulation de l'image et de l'audience. Et je trouve qu'il s'améliore de plus en plus. J'avais beaucoup aimé le 2, même si je trouvais que il y avait moins de peur d'ambiance que dans le premier, que c'était plus de la peur de sursaut. Mais le 2 m'avait vraiment bien marqué. Et le 3 est vraiment génial. J'ai un petit truc à lui reprocher, c'est au niveau de l'image. C'est censé avoir été enregistré sur des VHS, qui plus est des VHS en vitesse lente, ce qui fait que généralement la qualité d'image était moins bonne. Et là, avoir une image en 16/9 qui a une qualité quand même très proche de la HD, pour moi, qui suis un peu perfectionniste, ça m'a un peu fait tiquer. L'image aurait jamais dû être aussi propre qu'elle ne l'est dans le résultat final. Scénaristiquement, c'est très bien foutu, c'est très bien trouvé, ils ont trouvé une bonne façon d'inclure ça dans l'histoire d'origine, et j'ai vraiment adoré ce film. J'ai pas beaucoup eu peur parce que j'étais plus occupé à me foutre de la gueule de Elixim qui elle était terrorisée dans la salle de cinéma. Donc voilà, j'étais beaucoup plus amusé à la regarder en train de se cacher derrière son truc qu'à regarder le film, même s'il m'a bien pris et que c'était bien foutu. Par contre, je me suis retrouvé dans un cinéma un peu pourri, il y a eu un orage en pleine projection et on entendait les grondements du tonnerre et tout pendant le film. Les gens du cinéma ont fait tomber un truc à un moment ou à un autre, donc il y a un bruit de trucs cassés derrière. Qui venait pas du film, ce qui déconcentrait pas mal. Et puis il y avait deux nanas en face dont l'une parlait pas mal, qui était un petit peu énervante au bout d'un moment, mais bon, elle a été très gentille, je lui ai juste demandé de parler un peu moins fort. Elle l'a fait, donc voilà, ça c'était nickel. Il y a un truc que j'ai bien aimé dans celui-ci, c'est que d'habitude dans la Paranormal Activity, les mecs sont des gros cons. Les mecs sont vraiment des enfoirés qui je crois que la lumière est très très basse, je vais essayer de... Hop. Voilà, je pense que ce sera un petit peu mieux. Donc d'habitude, les mecs sont des gros cons dans Paranormal Activity, et là, pour une fois, le mec est vraiment bien, et c'est la mère qui est très conne. Je n'ai pas supporté la mère pendant le film. Alors, on la voit pas beaucoup, mais les rares fois où on la voit, elle est vraiment toujours dans le dédain, toujours dans le machin. À un moment, il essaye de lui montrer qu'il y a quand même des choses qui se passent avec ses filles et qu'elle ferait peut-être bien de s'inquiéter. Mais au lieu de lui montrer des vidéos directement, il lui montre ce qu'il a fait en recherche dans des bouquins de sorcellerie, des trucs dans le genre. Donc elle, immédiatement, non, je veux plus entendre parler, machin, et elle se casse.
Et il lui dit mais regarde au moins les vidéos, regarde ce que j'ai pris. Et elle s'en va en refusant de regarder les vidéos. Donc j'étais vraiment en train de lui dire mais pauvre conne quoi, regarde ce qu'il a filmé. S'il est excité comme ça, s'il y a un truc, c'est que forcément il y a quelque chose de plus important que juste ces petits délires personnels. Donc la mère est une conne, je ne la supporte pas, mais voilà, les deux petites gamines qui jouent Katie et je sais plus comment s'appelle la sœur d'ailleurs, sont vraiment très douées, c'est très bonnes actrices. Forcément, c'est un peu le cliché éculé de la petite fille possédée qui voilà, mais c'est très bien foutu et elle le joue vraiment très bien. Et alors les peurs qui sont produites dans le film sont vraiment bien foutues. C'est assez marrant, ils ne recyclent quasiment jamais leur peur. Ils permettent des fois de reprendre un petit truc, genre dans le deuxième et dans le premier, il y avait le moment où la nana se fait tirer par le démon, tirer dans le sens tracté, hein, pas des choses cochonnes. Et dans celui-ci, ils ont remis le truc de la nana qui se lève et qui reste debout pendant des heures, tu sais, qui passe en accéléré comme ça, à regarder les gens. C'est le seul qu'ils ont repris, vraiment des anciens. Tout le reste est vraiment neuf et très ingénieux, très bien foutu. Il y a un truc qui fait qui fait bander quasiment tous les critiques de cinéma et les cinéphiles, c'est ce plan de la caméra sur un pivot. Ce qu'ils n'avaient jamais fait dans les anciens films, les plans étaient toujours fixes dans Paranormal Activity, à moins que ce soit des moments où ils étaient vraiment caméra à la main. Là, en fait, le mec a récupéré un ventilateur, il a retiré les ailes, et du coup, la caméra, en fait, fait une rotation sur son axe, de gauche à droite. De façon très lente, bien évidemment, ça met à peu près 40 secondes pour arriver de droite à gauche et de revenir de gauche à droite. Et donc, ça instaure une tension absolument géniale. C'est là que je vous dis que les films sont superbes. Ça instaure une tension géniale d'avoir cette image et de te dire qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va être révélé et tout. Le film joue constamment sur nos attentes. Enfin, plusieurs des peurs du début en fait sont des peurs justifiées. Par exemple, il y a un moment où quelque chose se met à tomber, mais en fait c'est un tremblement de terre. Ou alors à un moment ils entendent des bruits dans un couloir. En fait c'est la mère qui leur fait une farce avec un masque sur la tête pour se moquer de leur peur, de leur croyance qu'il y a quelque chose dans la maison. Une des premières vraies manifestations paranormales visibles joue justement là-dessus. Je vais pas vous révéler ce que c'est parce que j'ai pas envie de vous gâcher les peurs du truc, mais en gros, quand on voit la première vraie peur arriver, on se dit ouais non. Et d'un seul coup, il se passe un truc et tu dis oh énorme. Et t'es vraiment pris par le truc quoi, parce que t'as peut-être eu un moment de doute, mais tu t'es dit vraiment clairement non, c'est pas le démon quoi, c'est pas ça quoi. La fin est un petit peu particulière. Je dirais pas que je l'ai pas aimé. J'ai beaucoup aimé la fin. Il y a plein de gens qui trouvent que ça ne répond pas assez aux questions. Alors, il y a des gens qui disent pourquoi est-ce que parce que manifestement les gamines sont très conscientes de leur possession dans le truc, et pourquoi est-ce qu'elles n'en parlent pas plus dans le 1 et le 2. Je pense que vous connaissez un petit peu l'histoire maintenant si je vous en parle. Les enfants sont le premier héritier mâle est promis au démon, et pour ça en fait le démon doit être lié avec la gamine. Et en fait ils disent que dans le rituel qui a lié la gamine, il y a quelque chose qui fait qu'elle oublie tout. Et donc elle n'est plus consciente de ça par la suite. Alors c'est juste un petit twist scénaristique parce que en vrai je pense pas que ce soit très utile dans la malédiction que la nana se souvienne plus. Je pense que ce serait même plus intéressant qu'elle s'en souvienne pour le démon qui n'aurait pas à se refaire chier à la posséder à chaque fois. Mais je trouve que c'est bien foutu. Alors il y a juste un truc quand même, c'est que j'aime beaucoup imaginer ce que ferait le démon si on le voyait en vrai en fait. Genre quand il s'amuse avec la lumière par exemple. Jour, nuit, jour, nuit. Voir aussi quand il s'amuse à bouger un objet. Enfin, je pense que je risque de spoiler sur des éléments du film, donc faites attention, si vous n'avez pas vu le 3, essayez d'arrêter la vidéo à ce moment en fait, je pense. À un moment dans le troisième film, le démon fait disparaître tout le mobilier de la cuisine, qui d'un seul coup va descendre... Et je suis en train de m'imaginer, en fait, dans l'espace-temps du démon, le démon en train tranquillement de coller le truc avec du Rubson sur le plafond. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end, et puis à plus tard. Ciao. Ouh.